Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus chez Carib ce soir en bravant le blizzard, les loups qui sont dans Paris ce soir, et pas seulement ce soir, on le sait. On est extrêmement heureux d'accueillir Arnaud Bertina, qui nous a fait la gentillesse d'accepter cet exercice toujours un peu délicat, qui est l'exercice de libraire d'un soir. Il va nous parler de livres qu'il aime, qui ne sont pas les siens, parce qu'il aime ses livres, évidemment, et nous aussi. Non, tu pourrais me demander si j'aime mes livres. On en parlera justement à la fin un petit peu, on parlera un peu de toi quand même, et de tes livres. Mais voilà, et donc vous allez découvrir cette sélection, et donc 7 livres, et peut-être des petits bonus, on ne sait pas, enfin on verra. Mais en tout cas, Arnaud, c'est à toi, et merci encore. Merci beaucoup. Alors, en vrai, donc sont des livres que j'ai choisis, mais évidemment, il y en a obligatoirement dans le lot des livres que vous avez lus, que vous connaissez, etc. Donc, je préférerais que ça tourne un peu à l'échange, c'est-à-dire que, encore une fois, cette position de vague autorité, elle soit tout de suite cassée, ce serait mieux, et que ce quoi Ce côté limite de goût. Mais non, mais je t'aurais fait le même truc 3 ans avant. Non, mais c'est important. Ces livres-là, ils m'appartiennent pas. Ils sont à tout le monde. Alors, je vais prendre un peu au hasard. Hein. J'ai pas fait d'ordre et la liste, je l'ai fait en 2 minutes. Mais quand même. Donc ça veut dire en 2 minutes, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir plein d'autres, mais que quand même, je crois que ceux qui sont là, ce sont des livres que j'aime beaucoup. Je vais commencer par peut-être le plus ancien, même. C'est le truc un peu évident, et que tout le monde sans doute aura lu. La Chartreuse de Parme. Le Rouge et le Noir m'ennuie un peu. D'autres livres de Stendhal me posent des problèmes ou me posent des questions, comme par exemple le journal ou les Rome, Naples, Florence. Ce sont des livres un peu presque cryptés, ce sont des livres un peu bizarres à lire aujourd'hui, je trouve. Mais La Chartreuse de Parme, c'est peut-être le seul livre avec Au-dessous du volcan que je relis un peu régulièrement. Pas complètement obligatoirement, mais des pages comme ça. Et vraiment, pour moi, c'était presque la matérialisation d'un pays imaginaire. Comme on a des amis imaginaires, là par exemple Vauquier avec Sœur Emmanuel, etc. Ben moi j'ai un pays imaginaire, c'est la Chartreuse de Parme en fait. Et en vrai, c'est-à-dire, pourquoi on se fabrique comme ça des trucs un peu imaginaires? C'est parce que tout d'un coup, pour chaque événement de la vie perturbant, soit de manière heureuse, soit pas heureuse, on se raccroche à ça et puis tout d'un coup, le côté un peu vertigineux de ce qu'on vient de vivre, bon bah il peut se stabiliser un peu. Et là, la Chartreuse, ce que je trouve fou dans ce livre, c'est que, alors je vais dire quelque chose de banal, mais après je prendrai un exemple qui est moins banal, c'est le côté incroyablement heureux de ce livre, l'espèce de décharge d'énergie, c'est un élan sur 500 pages, et c'est pas banal d'arriver à tenir un élan sur 500 pages, quoi. Et ça, dernièrement, je suis tombé dans un passage de Julien Gracq qui parle d'une anecdote très belle. Il raconte que Breton a consigné un jour dans un bout de journal ou je sais pas quoi une anecdote. Alors Breton, Aragon, Vitrac et peut-être Benjamin Perret décident d'expérimenter vraiment un des préceptes du surréalisme qui est de partir au hasard. Et alors ils font ça, ils descendent je sais pas où, à la Roche-Migène ou un truc comme ça, et puis ils marchent à pied, et en fait ils s'embrouillent au bout de moins de 24 heures, et au bout de moins de 48 heures, il y en a deux qui rentrent à Paris, et puis l'autre il tient encore 3 heures, et puis il rentre aussi. Enfin bref, la déconfiture, mais vraiment décolle. Et Gracq conclut ça de manière magnifique, il dit, bah voilà, c'est ça pour moi le surréalisme, plein de départs que ne démente aucune arrivée. Et ça, je trouve ça mais incroyable de dire une chose pareille. C'est-à-dire, on va pas jauger, on va pas évaluer le départ d'une aventure à l'aune de ce qu'elle aura réussi à atteindre ou à trouver ou quoi que ce soit. On va juste l'évaluer sur son intention, parce que déjà l'intention, c'est déjà un truc colossal. Et pour moi, la Chartreuse, c'est un peu ça, c'est-à-dire, peu importe en fait la trajectoire des personnages, peu importe ce que construit le livre, ce que dit le livre sur l'être humain ou je sais pas quoi, ou sur la politique de 1836, etc.
on s'en fiche un peu. En fait, c'est un élan permanent, en fait. C'est-à-dire, il y a toujours ça dans le personnage du début à la fin, qu'il soit une espèce d'oie blanche débile qui comprend rien à la guerre, qui comprend rien à la vie politique, ou à la fin est au contraire quelqu'un qui a tout compris et qui est devenu une espèce de Machiavel des relations humaines et amoureuses et politiques. Peu importe, en fait, à chaque fois, on est saisi par cet élan-là. Et moi, je trouve ça vraiment tellement beau. Et euh, le truc qui m'attache peut-être de manière plus personnelle encore à la Chartreuse, parce que ce côté-là, joyeux, heureux, ce parfum de bonheur, tout le monde l'a noté. Gracq lui-même, quand il écrit en lisant, en écrivant, il parle énormément de ça, et en lisant, en écrivant, pour ça c'est un livre magnifique, parce que c'est un livre d'hommage à Stendhal en permanence, ou de déclaration d'amour à Stendhal en permanence. Mais je vais prendre juste une anecdote qui me marque beaucoup dans le livre. En fait, à un moment, donc Fabrice se fait arrêter. Quasiment pour meurtre. Et donc il est conduit à chaque fois j'ai pas le bon mot, calèche, carrosse, enfin bon bref, par les flics, et amené jusqu'à la Tour Farnèse, qui est la prison de Parme, dans le livre. Et là, donc il rentre dans la cour de la prison, et dans la cour de la prison, en fait, il croise tout d'un coup, alors qu'il est encore à l'intérieur de la calèche, il croise le regard de Clélia Conti, qui est la fille du gouverneur. Et, euh, et il est sidéré par ce regard, et elle aussi, elle le voit, elle est sidérée par la tristesse qu'elle voit dans son regard et tout. Et donc il descend, il est menotté et tout. Non seulement c'est peut-être le terme un peu de sa vie, mais c'est aussi ça met dans la mouise sa tante, ça met dans la mouise le comte Mosca. Donc c'est une grosse boulette quand même, hein, cette arrestation. Il n'aurait pas fallu que ça arrive, quoi. Sauf que là, voilà, il vient de croiser le regard de Clélia Conti. Et donc les gardes l'emmènent, il commence à monter les marches de l'escalier qui mènent tout en haut de la tour Farnèse, où il va être emprisonné. Et donc il monte, et en fait en montant, il dit à quel point il est sidéré par le regard de Clélia Conti, par ce qu'il a vu de beauté en elle, par la grandeur d'âme qu'il a vue en elle, alors que voilà, il l'a vue moins de 2 secondes. Et il monte, et tout d'un coup, boum, on arrive à la fin d'un paragraphe, Stendhal va à la ligne, et il y a juste cette phrase qui est toute seule. Fabrice avait complètement oublié d'être malheureux. Et ça, mais moi, cette phrase-là, mais je la trouve tellement dingue, parce que c'est pas de l'ironie vis-à-vis du personnage. Il y a de la moquerie, mais c'est pas une ironie franche, parce que ce personnage-là, il le suit pendant 500 pages, donc il y a c'est obligé, il y a un espèce de contrat entre eux, quoi. Euh, mais pour autant, il va pas lui faire de cadeau non plus. Donc à la fois il se moque, et puis en même temps il dit quelque chose d'hyper important, c'est que les conduites malheureuses, eh ben c'est des conduites, quoi. C'est aussi des choses qu'on choisit, en fait, et qu'on peut aussi choisir l'inverse, c'est-à-dire d'être, quelles que soient nos conditions de vie. Donc là, par exemple, il va se faire, ben, on peut aussi décider d'afficher autre chose, quoi. On peut aussi décider de se battre pour autre chose, quoi. Et ce avait complètement oublié d'être malheureux, je le trouve incroyablement amoureux, malicieux, moqueur, mais donc pas narquois comme va l'être ensuite Flaubert. Flaubert, il est que narquois avec ses personnages, il est que méchant. De temps en temps, on essaye de nous faire croire qu'il avait de l'empathie pour telle ou telle servante, etc. Mais évidemment, on se fout de notre gueule. Le seul à être vraiment dans ce rapport amoureux et en même temps sans se faire de cadeaux, c'est Stendhal. Ensuite, il y a une autre chose, moi, qui me parle particulièrement, alors que je suis pas tant que ça là-dedans, mais ça reste une espèce de boussole pour moi dans la Chartreuse. Tout le monde dit, voilà, la fin de la Chartreuse, c'est complètement bâclé. C'est-à-dire en 10 pages, à la fin, il expédie 10 ans de vie de Fabrice. Et en fait, je me dis, mais en fait, le combat, il est tellement gagné, c'est-à-dire au bout de 150 pages, le combat, il est gagné. C'est-à-dire, ensuite, il peut tout bâcler s'il veut, c'est vraiment pas très grave. Et ce côté comme ça, très désinvolte de l'auteur, là pour le coup, pas de la narration, mais de l'auteur, en fait, ça me gêne pas du tout. C'est-à-dire, on sait que Stendhal, il avait besoin de prendre de vitesse ses propres gènes. C'est-à-dire, en fait, il avait besoin d'aller très très vite, parce que sinon, ensuite, il s'embourbait dans le livre, comme Lucien Leven, etc., et qu'il n'arrivait pas à terminer. Donc, lui, il avait besoin de cette vitesse-là. Donc, c'est pour ça qu'il l'a écrit aussi vite, La Chartreuse, et c'est pour ça qu'à la fin, il fallait encore plus accélérer que dans le reste du livre. Mais
il y a aussi quand même une idée de l'œuvre d'art derrière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas dans la perfection de l'œuvre d'art, c'est pas dans le côté euh, les peintures de Raphaël hyper parfaites ou dans le truc totalement contenu et maîtrisé de Flaubert. C'est autre chose, quoi. Ce qui va faire la puissance de l'œuvre, ça va être autre chose. Et ça va être justement la capacité à se brancher sur des vitesses, c'est-à-dire à aller très très vite à certains moments, quoi. Et ça heurte le goût français. Le goût français, il a été complètement structuré sur autre chose, c'est-à-dire au contraire sur un équilibre des formes. L'Académie française, elle a été là dès le début pour sanctionner dès qu'il y avait plus cet équilibre-là, dès qu'un vers était un peu boiteux, hop, il y avait un édit. Enfin, et Stendhal pour ça est pas du tout français. Il y a un relâché, il y a une espèce de désinvolture, parce qu'en fait, il veut à tout prix euh, se raccorder à un rythme plus essentiel, qui n'est pas une espèce de truc un peu assis, un peu équilibré. Et ça, le, le, je crois même encore maintenant que une grande partie de la littérature française, elle est dans cette recherche comme ça d'un truc équilibré, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura, par exemple, c'est assez symptomatique, la recherche du temps perdu. Il faut voir à quel point les universitaires se focalisent sur un amour de Swann comme étant une verrue narrative, et donc il faut à tout prix inventer des théories pour justifier la verrue narrative, c'est-à-dire pour à tout prix remettre de l'ordre là où manifestement il n'y en a pas, puisqu'il y a une bizarrerie. Et en fait, c'est l'incapacité à accepter qu'il y a une bizarrerie, que c'est pas été conçu de bout en bout, que au départ le plan était autre, et donc, bon, enfin bref. Quelqu'un veut dire quelque chose sur la Chartreuse? Non. Pardon. On vote à chaque fois alors. Très grand livre. Et puis c'est vertigineux. Bon, après là c'est du folklore, mais c'est vertigineux et ça a été écrit en 52 jours. Quand on voit la complexité du livre, notamment sur la question de la politique. Ah oui, tiens, je pourrais finir juste encore sur un autre truc qui moi m'importe beaucoup. Cette citation de Stendhal, elle est toujours rapportée. Donc la politique, c'est comme un coup de feu la politique dans un roman, c'est comme un coup de feu dans un concert. Et en fait, c'est un des cas de supercherie les plus incroyables de toute l'histoire littéraire française, parce que la phrase de Stendhal, elle s'arrête pas là. Il continue en disant mais c'est nécessaire. Donc tous les gens qui disent il faut pas de politique dans les romans, ils invoquent la phrase, alors que la phrase, elle dit exactement l'inverse. Elle dit on peut pas faire autrement que d'y mettre de la politique. Alors ça, je trouve ça assez dingue, comme maltraitance ou comme déformation, malhonnêteté d'une citation. Euh, Et puis l'autre petit truc aussi qui a été souvent souligné, c'est que il était malheureux en amour et il a écrit les plus grands romans d'amour qui soient. Mais des romans heureux, pas des romans genre comme Au-dessous du volcan, pas des romans malheureux, quoi, des romans heureux. Donc il y a un truc assez incroyable, c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse presque du tout venant qu'on a dans la littérature aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou avant, je sais pas, mais j'ai des histoires de merde, je vais faire un livre de merde. Là, en fait, on a l'inverse, c'est-à-dire, j'ai des histoires de merde, mais par contre, il est hors de question que ça rentre dans le livre. Je tiens trop au livre, je tiens trop à la littérature, je vais pas vous infliger ça, et je vais au contraire écrire un truc fou, quoi. Et ça, je trouve ça, de pas prendre la littérature pour un espace de psychanalyse, je trouve ça très beau, quoi. Il nous a pas infligé des pages et des pages sur sa pseudo-laideur ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est un livre que j'ai pas encore terminé. Donc de Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts. C'est un livre qui est une enquête d'anthropologue. Jeanne Favret-Saada, c'est une anthropologue. C'est un livre très surprenant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu ou qui le connaissent? C'est un livre moi, alors que j'ai découvert il y a peu de temps. C'est une amie qui me l'a conseillé. Je sais plus. Alors c'est un livre très bizarre. C'est une enquête qui date du début des années 70 et qui a été publiée ensuite en 77 en volume comme ça. C'est une enquête sur la sorcellerie dans le bocage en Mayenne, euh, qui correspond à peu près à 4 années de travail. C'est-à-dire elle est allée habiter là-bas. Bon, ensuite elle a fait des allers-retours, mais elle a quand même passé beaucoup de temps là-bas. Ce qui l'intéressait donc c'était la question de la sorcellerie, de la croyance dans la sorcellerie et dans les processus de désensorcellement, de désenvoûteur.
c'est assez incroyable pour une raison, qui est en fait devenue une raison que je crois aujourd'hui être un petit peu banale, mais quand même admirable. C'est-à-dire, on comprend que quand elle dit ça, elle mène un combat, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une cause un peu entendue. Et cette cause, c'est celle-là. On ne peut pas parler d'un sujet en restant extérieur à ce sujet. Et donc, il y a une très longue introduction méthodologique où elle raconte que euh, elle a compris que spécifiquement sur la question de la sorcellerie et de ces croyances-là, si elle se contentait d'enquêter comme un journaliste, on ne lui dirait strictement rien. Les gens lui feraient croire, l'enverraient sur des fausses pistes, etc. Et elle a compris que spécifiquement sur la question de la sorcellerie, il fallait qu'elle s'implique. Donc ça passait par vivre sur place, mais ça passait aussi par euh, accepter de croire à cette histoire-là. C'est pas feindre d'y croire, c'est accepter d'y croire, pour que les gens ensuite acceptent de dire exactement où est-ce qu'ils se situaient par rapport à ce truc-là. Ce que je trouve encore plus incroyable là-dedans, c'est pas simplement qu'elle se dit tiens, c'est pour cette fois-ci, pour ce sujet-là sur la sorcellerie, il faut que je fasse cet effort-là. C'est elle dit en fait, mais non, mais en fait, il faut aller plus loin. C'est en fait, tout anthropologue doit faire ce travail-là, d'être dedans et de pas juger de l'extérieur, de pas observer de l'extérieur. Et pour ça, elle a des phrases qui sont assez incroyables. C'est-à-dire, en fait, elle dit, dans l'anthropologie, on dit très facilement on ou nous pour dézinguer les autres, en fait, ceux qu'on observe. C'est-à-dire, ah bah, les débiles qui croient à la sorcellerie, ou les paysans qui croient à la sorcellerie. Et elle dit, cette position-là, où on n'interroge pas depuis quel endroit on regarde les gens, elle est impossible, en fait. C'est d'une malhonnêteté colossale, quoi. Et donc elle dit en fait, c'est toute l'anthropologie qu'il faut revoir. Il faut arrêter de regarder les gens de l'extérieur et puis de penser que notre patrimoine rationnel, etc., etc., il est pas à mettre en doute, quoi. Il faut à tout prix le mettre en doute. Et le seul moyen de le mettre en doute, c'est de faire partie totalement de l'expérience. Et moi, je trouve cet effort-là, je le trouve magnifique. C'est un effort d'honnêteté. Et en fait, elle part presque du principe de dire euh, qu'est-ce qui me prouve que l'univers rationnel dans lequel j'ai grandi, les critères rationnels qu'on m'a inculqués, qu'est-ce qui me prouve qu'en fait ils sont plus pertinents que les leurs, quoi. C'est compliqué. Or, en écrivant ça, elle choque ou elle irrite une énorme partie de ses collègues. C'est ce qu'elle laisse entendre partout dans cette introduction méthodologique, quoi. Alors aujourd'hui, je pense que c'est des trucs qui sont un peu gagnés. On a beaucoup appris à mettre en doute la position depuis laquelle on parle, ou en tout cas à l'examiner et à la dire. Moi, je l'ai lu juste après un voyage au Congo, et enfin, je l'ai commencé juste après un voyage au Congo, et je peux donner un exemple de de ça, qui peut sembler un tout petit peu dérisoire, mais c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. C'est quand je voyage, la plupart du temps, je prépare pas, par manque de temps, et puis un peu aussi par flemme, et un peu aussi par refus de préparer. Et pour être un peu surpris, parce que si je me prépare, bon, bah, c'est inévitable aussi, je vais rentrer dans certains clichés, quoi. Donc j'avais pas préparé le Congo. Et je passe une première fois 3 semaines, donc tout le temps à discuter avec le même groupe de 30 filles, et à passer toutes les journées avec elles, etc. Donc normalement, je veux dire 3 semaines avec les mêmes 30 filles, normalement on finit par se dire un peu tout, quoi, ou à balayer un peu le champ de... Et je reviens une deuxième fois, à nouveau pour 3 semaines, et c'est seulement à la fin de ce deuxième séjour, et genre les 3 derniers jours, qu'il y a une fille qui tout d'un coup me dit oui, mais ça c'est les hommes sirènes. Et c'est une fille avec qui j'avais beaucoup beaucoup échangé, qui était plus maligne que les autres, etc. Alors je dis de quoi tu parles, les hommes sirènes, c'est quoi les hommes sirènes? Elle dit bah les hommes sirènes là qui sortent de l'océan, parce que c'était à Pointe-Noire, qui sortent de l'océan et qui viennent la nuit pour nous voler notre âme. Nancy, de quoi tu me parles là? Et tout d'un coup, je me dis ah mais oui, la sorcellerie. Évidemment, je suis en Afrique, enfin, je suis un peu con, la sorcellerie, quoi. Et en même temps, j'étais content d'avoir fait les 2 premiers séjours, quoi, sans penser à ça. Et donc, j'étais un peu en panique parce que je me dis, mais je peux pas passer à côté de ça. Donc, très vite, j'ai appelé des gens pour prendre un café, les voir, etc., et leur poser des questions, des gens que je venais de voir pendant les 2 séjours, et que je voulais cette fois-ci interroger juste sur la question de la sorcellerie. Et ils m'ont tous dit des choses, ils y croyaient tous, et ils m'ont tous raconté plein d'anecdotes et plein de trucs. Et je les écoute, et des trucs imbracadabrants.
par exemple, ils m'ont parlé, un couple d'adolescents, enfin 16-17 ans, garçon-fille, mais qui ne sont pas ensemble, mais ils sont en classe ensemble. Ils m'ont raconté leur rêve érotique nocturne, dans leurs mots à eux, c'est-à-dire en fait, ils étaient visités par leur mari de nuit et par leur femme de nuit, etc. Et c'était invraisemblable ce qu'elle me racontait, notamment la fille. Et à un moment, je me suis dit, oui, ce qu'elle est en train de raconter, c'est ce que nous on appelle la pollution nocturne. Sauf qu'en fait, elle était en train de me raconter qu'elle avait été visitée donc par son mari de nuit, qui est son mari à elle, qui l'a pas brutalisée. Simplement, elle pouvait pas crier, elle pouvait rien exprimer. Et à la fin, au matin, elle était épuisée et toute transpirante, etc., etc. Et donc, je me disais, mais moi, je peux pas lui dire que ça s'appelle pollution nocturne, son truc. Parce que ce qu'elle vient de me raconter, c'est 30 000 fois plus fort et plus beau que ce que je vais lui dire moi. Je veux dire, moi, je vais juste la ramener à un niveau de tristesse et de grisaille absolument insupportable. Et résultat, comme mon explication à moi était 100 fois plus moche, je me suis dit, mais qui a raison entre nous deux? Je vois pas pourquoi ce serait moi. Je vois pas pourquoi c'est moi avec Freud et avec je sais pas qui. Je vois pas pourquoi ce serait moi qui aurais raison de dire c'est juste une pollution nocturne. Et donc, à ce moment-là, ensuite, quand j'ai lu enfin, quand j'ai commencé Jeanne Fabre-Saada, je me suis dit, même encore aujourd'hui, il y a une prudence invraisemblable à avoir, où aujourd'hui, on a l'impression de pouvoir voyager facilement et de pouvoir donc un peu connaître un peu de chaque culture, etc. En fait, il y a encore, je l'expérimentais sur moi, j'avais encore, moi, une prudence incroyable à avoir vis-à-vis de tout ce qu'on pouvait me raconter d'étrange, quoi. C'est-à-dire que mon premier réflexe, ça aurait quand même été de me moquer de ce qu'elle était en train de me dire sur les hommes sirènes, quoi. Et donc ce jour-là, j'ai pas fait cette faute-là, j'étais très content de moi. Et puis là, en lisant le livre, je trouvais des arguments et des raisonnements, encore une fois, je pense, qui maintenant sont passés dans le vocabulaire courant, mais qui tout d'un coup me semblaient vraiment très beaux, quoi. Une sorte de prévenance, c'est-à-dire respecter a priori l'intelligence de l'autre au lieu de prendre l'autre a priori pour un débile. Et ça vaut pour la France aussi, hein, puisque là c'est dans le bocage, c'est pas en Mayenne, c'est pas l'affaire d'être face à d'autres cultures. Tu disais que c'était la troisième fois que tu y allais quand elle t'a parlé des hommes sirènes. La fin de la deuxième, la fin du deuxième séjour. Parce que tu vois, la prudence, elle est réciproque, manifestement. C'est-à-dire qu'ils ont attendu aussi, enfin, elle en l'occurrence, Alors elles ont mis un peu de temps à te parler cette langue-là. Exactement, ça pourrait être. Alors ça peut être ça, tout à fait. Et c'est exactement cette lenteur-là qu'elle décrit, elle, quand les gens le très lent. Sauf que c'est peut-être aussi un peu le hasard des conversations. Ouais. Peut-être un peu, tu vois. C'est ça que je peux pas trop évaluer. Le hasard des conversations, au sens où moi je les interrogeais sur des questions précises, c'est-à-dire leur vie de famille, leur rapport à la prostitution. Tu avais une grille déjà de pas une grille, mais de renseignements que tu voulais. Voilà, je les interrogeais pas sur tout et n'importe quoi. Mais de fait, ça aurait dû, tu vois, cette anecdote-là par laquelle elle m'a raconté ces histoires d'hommes sirènes, elle aurait pu venir plus tôt parce que c'était de fait dans un rapport de prostitution. Et il y a une dimension religieuse à ça? Tu parlais de la sorcellerie, il y a des rituels, il y a des... Ah, beaucoup, c'est incroyable, mais en fait, c'est très marrant. Oui, mais c'est totalement lié à leur vie quotidienne, c'est-à-dire en fait, l'espace religieux et le quotidien, les explications quotidiennes sont totalement interpénétrés. C'est pas du tout comme nous, où en fait tu peux être catholique et ne t'occuper de ta foi catholique que quand tu vas à l'église. Là, ça fonctionne pour tout, c'est-à-dire dès qu'il y a un quartier qui est inondé, immédiatement le maire du quartier qui a délivré des permis de construire qu'il n'aurait jamais dû parce qu'il a eu des bakchiches, bah, il va dire ah bah c'est parce que telle sirène elle est furieuse et donc elle nous punit, donc il va falloir tout de suite faire des offrandes pour essayer de la calmer, etc. Enfin, et en même temps les gens ils sont pas dupes et en même temps ils font les offrandes. Enfin, c'est très très compliqué. Il y a aussi un mélange de lucidité et de croyance là qui est invraisemblable et chez tout le monde. Et ils t'ont proposé de participer à des choses comme ça, à des rituels d'offrande? Non, ça s'est pas trouvé, mais ça, je pense que ça pourrait, c'est pas secret. Oui. C'est pas secret, ça pourrait, tu vois, je pourrais tout à fait mais ce truc-là est vraiment très courant. Et je vais juste là, je sors un peu de ce que je voulais dire en parlant d'elle, mais c'est quand même vachement intéressant parce que ça, c'est quand même, donc, disons 1975. 1975, c'est il y a 42 ans. C'est donc à la fois loin et pas tant que ça. Et en fait, moi j'ai une grande tante
qui a 104 ans, qui est encore vivante, qui a plus sa tête, mais qui a 104 ans, et elle est ultra raciste, mais épidermiquement raciste. C'est-à-dire, en fait, les quelques fois où je l'ai accompagnée se faire hospitaliser, voyant arriver une infirmière noire ou même une femme de chambre, c'était impossible. Elle voulait pas être touchée par elle, elle voulait rentrer à la maison. Vraiment, c'est fou, complètement fou. Et il se trouve que cette femme est une horrible grenouille de bénitier qui, quand elle était autonome, allait 3 fois par semaine à la messe. Et un jour, j'arrive pour déjeuner chez elle et elle revenait de Notre-Dame et elle me raconte une anecdote. Et donc, grenouille de bénitier, ça veut dire qu'elle avait un respect infini pour les gens d'église. Et elle me raconte cette anecdote délirante que elle se pose dans la chapelle où il y allait avoir la messe et un diacre arrive, traverse toute la chapelle pour venir la trouver et il lui dit enfin madame, n'hésitez pas à avancer, vous voyez, il y a toutes ces chaises vides. Et elle lui répond du tac au tac, ces chaises ne sont pas vides, si vous pensez qu'elles le sont, changez de métier. Ah. Alors moi, d'abord, ma première réaction, c'était d'être estomaqué par la violence de la répartie. Le pauvre diacre, il a dû aller se pendre aux cloches, enfin, je sais pas quoi. Mais ensuite, quand j'étais au Congo, je me suis dit, mais c'est quand même phénoménal, parce qu'en fait, elle a une crainte invraisemblable d'être en contact avec les Noirs, et en fait, elle a le même rapport au monde qu'eux. C'est-à-dire, c'est comme eux, le monde est ultra habité. Le monde est, c'est-à-dire là, ces chaises-là sont occupées, celles-là aussi. Enfin, et je me dis, c'est quand même, si les gens étaient moins cons et si elle était capable d'entendre ça lui ferait un drôle de choc, quoi. Bon. Mais en France, la sorcellerie était totalement compatible avec le christianisme. Les aïeux et les parents, c'était pratique religieuse et pratique rituelle à la fontaine. Ah oui. C'était pas du tout ça, bien sûr. D'accord. Oui, alors c'est ce qu'elle. J'ai plein d'anecdotes. C'est exactement ce qu'elle décrit là, et elle décrit ça aussi par rapport justement aux prêtres des villages en question, etc. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire comment l'Église s'accommode de ça, alors que comment la pensée du médecin rationaliste, etc., au contraire, le refuse catégoriquement. Et ça, c'est des pages vachement intéressantes. Ouais. Après, ce serait intéressant de savoir si ça existe vraiment encore. Là, elle dit bien que c'est des personnes, quoi. C'est pas un mouvement de masse, quoi. Je mentionne juste en passant un roman qui a une sorte de mise en application en fait de Fabrice Saada dans le Bocage en Mayenne, mais qui est dans le Maine-et-Loire, qui est un roman de Forêt qui s'appelle La Marraine du sel, qui est paru à l'Arbre Vengeur il y a quelques années, et qui est un très très chouette roman, enfin très court, mais où on vit en fait ça, mais sous une forme romanesque. D'accord. Le statut de la sorcellerie, sa prégnance sur la société, est quelque chose qui est dans la zone du non dit, pas complètement accepté, mais réel. Ah. Il y a un anthropologue qui fait un travail littéraire à partir d'enquêtes de ce type, c'est Eric Chauvier. Et il a une démarche qui est en sociologie, en anthropologie, monte, mais qui est encore pas majoritaire sur l'influence sur l'objet d'enquête, etc. Mais j'en ai pas lu un seul encore de Chauvier. C'est quoi ces sujets d'enquête? Par exemple, des enfants en difficulté dans un centre pour adolescents. Son premier anthropologie, c'était vraiment sur le statut de la marge, c'est-à-dire en fait d'une gitane en fait dans la banlieue bordelaise qui disparaît, et le fait même que cette mendiante en fait de feu rouge disparaisse, lui l'entraîne dans un questionnement anthropologique complexe en fait sur pourquoi les gens sont invisibles ou visibles, enfin, etc. Et c'est assez passionnant. D'accord. Super. Peut-être un livre que vous aurez lu, Mon cœur à l'étroit de Marianne Ndiaye, que j'arrive jamais à citer exactement. Je veux dire le titre. J'ai toujours Mon cœur de pierre, etc. Et là, pour le coup, la transition, c'est parce que vous l'avez lu ou pas? Ouais. Tout le monde? Non? En fait, alors, moi, il y a plusieurs livres d'elle que je trouve admirables, mais peut-être celui-là, plus encore que les autres. Alors c'est très étonnant parce que c'est une histoire d'une simplicité redoutable. Il y a vraiment une économie de moyens, de personnages et tout est. Donc c'est une prof alors je l'ai lu il y a très très longtemps, hein, dont le compagnon est un peu plus âgé. Ils partent vivre à Bordeaux, ou alors ils vivaient déjà à Bordeaux.
qui est institutrice dans la même école que son mari. Et dès le début, un peu comme dans un roman de Cortázar qui s'appelle Les Gagnants, on est vraiment enfin, moi j'ai été très surpris au départ par vraiment, on est dans le réel le plus épais, le moins intéressant. Enfin, voilà, il y a peut-être les 50 premières pages, c'est étonnant comme elle arrive à recréer comme ça une ambiance quotidienne, quoi. Ni intéressante ni pas intéressante, mais une ambiance quotidienne. Et en fait, ces 50 premières pages, elles sont terriblement sournoises, parce qu'une fois ça posé, c'est-à-dire en fait une fois le lecteur endormi, elle va, par toutes petites touches, vraiment, moi, à la lecture, je me suis fait avoir complètement indiscernable, elle va introduire tout un cauchemar. Et, donc ça a beaucoup à voir avec cette femme-là. Je sais plus si elle est la narratrice, en tout cas elle est vraiment le personnage absolument principal du truc. Et donc ça commence à être un peu oppressant, mais disons au départ c'est juste oppressant humainement. Sauf qu'ensuite, il y a des choses qui sont plus du tout réalistes. C'est-à-dire, elle a une couleuvre, peut-être une couleuvre ou une lamproie, enfin je sais pas, un truc comme ça, quoi, qui lui sort du ventre. Enfin, et donc, mais en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on a tout validé en amont. Donc en fait, quand on est ensuite face vraiment à une image de cauchemar, quoi, comme comment le peintre là, Bosch, c'est trop tard. On peut plus faire machine arrière. On a tout validé en amont, quoi. On a même validé qu'elle avait des maux de ventre, etc. Donc pas de problème. Et donc en fait, on est pris c'est pas pris en otage, c'est on est obligé d'être complice des visions d'une histoire qui était normale et qui pourrait être la nôtre et qui bascule dans un truc un peu horrible. Et moi vraiment, alors là pour le coup, c'est vraiment sur l'habileté de l'écriture que ce livre m'a marqué, quoi. C'est-à-dire, c'est pas mon monde, c'est pas mon désir d'écriture, mais j'ai été sidéré de voir à quel point c'était efficace, quoi. Parce que par exemple, dans mes grands souvenirs de lecture, il y a Elroy, j'avais commencé par Ella Confidential, mais peu importe, j'aurais pu commencer par un autre. Et je me souviens très très bien de l'avoir lu sans m'arrêter. J'étais étudiant, j'avais rien, donc ça veut dire que j'avais rien d'autre à foutre. Et en fait, de lire toute la journée et de m'arrêter le soir pour cuisiner. Enfin, cuisiner. Le mec qui se la raconte pour faire une omelette. Et donc c'était un studio et il y avait des plaques et j'étais face à du carrelage blanc. Et tout d'un coup, sur le carrelage blanc, j'ai vu passer les personnages d'Elroy. On n'a pas envie de les croiser normalement, les personnages d'Elroy, hein, c'est pas du tout. Et donc ça m'avait vraiment fait un choc, mais je me suis dit, oh putain, la puissance du bouquin, quoi. C'est-à-dire, tu en sors et puis en même temps, t'en sors pas, etc. Sauf qu'en fait, c'est lié à la puissance d'Elroy, mais c'était pas un truc, disons, d'habileté. Alors que là, Marianne Diaye, je suis sûr qu'elle s'est dit, je vais leur jouer un tour, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Je vais leur jouer un tour, je vais les embarquer dans une histoire sans qu'ils s'en rendent compte, et je vais créer ce climat de malaise qui, pour moi, est vraiment équivalent quasiment au climat de malaise qu'on peut avoir dans Kafka. C'est le même ordre de trucs. C'est-à-dire, au début de Kafka, on pense qu'on est dans une anecdote réelle, et puis ensuite, une fois qu'on le referme, on se dit, mais j'étais dans un cauchemar, j'étais dans un symbole, j'étais dans quoi, enfin, et là, pour moi, elle a vraiment fait quelque chose qui est du même ordre, et peut-être que ces autres livres peuvent tomber sous le coup de la même description, quoi. C'est-à-dire, au départ, on a l'impression qu'on rentre dans une famille réunionnaise ou martiniquaise, dans Rosicarpe, je sais plus, normale, et puis plus ça va, plus il y a des couches qui s'entassent, et puis on comprend plus où on est, et on sait plus si c'est la réalité ou... Et ce climat de malaise, ensuite, ça peut devenir un sac dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est un malaise qui tient qu'au chouette vie que fait cette femme et à son attitude vis-à-vis de ses beaux enfants? Est-ce que c'est beaucoup plus large que ça? Est-ce que c'est un truc d'époque? Est-ce que c'est... On sent qu'on a ça peut être un symbole, et puis c'est à nous de peut-être de le faire vivre, cette poche d'angoisse, quoi, de l'attribuer à quelque chose, quoi. Elle ne donne pas elle ne nous dit pas, voilà, ma baleine blanche, ça symbolise la quête de la pureté. Alors, ça, je suis très content de pouvoir parler de ce livre, parce qu'en fait, ça m'arrive assez peu souvent, et que pour moi, c'est peut-être un des livres qui a le plus compté. Et que c'est peut-être un des livres que je jalouse le plus.
En tout cas, si un jour j'arrivais à écrire un livre comme ça, je serais vraiment très très heureux. Donc l'homme de gingembre, pour les myopes, l'homme de gingembre de JP Donne-Lévy. JP, je sais même plus à quoi ça correspond. Je crois qu'il est encore vivant. S'il est encore vivant, il est vraiment âgé, je pense qu'il a 90 ans. Il a eu quand même son heure de gloire et aujourd'hui, je pense, comme auteur, il a beaucoup écrit et je pense qu'aujourd'hui, il est très peu lu. La preuve, il est encore quand même disponible, c'est que ça doit circuler quand même encore un peu. Mais quand même, par exemple, dans mon entourage, j'ai personne qui l'a lu. Alors, je l'ai lu 2 fois, et vous allez voir, les deux expériences de lecture sont très différentes. D'abord, je raconte un tout petit peu l'histoire rapido. Le, c'est le personnage principal, qui n'est pas le narrateur, je crois. C'est un GI démobilisé donc après 45, et en fait l'armée américaine avait mis en place quantité de procédures pour démobiliser ces GI, et notamment il y avait des bourses d'études puisqu'ils étaient souvent assez jeunes, etc. Et donc on leur proposait des bourses d'études et ils restaient en Europe, et certainement ça devait être un peu sournois, c'est-à-dire ça devait être aussi une façon d'accompagner des processus de semi-colonisation, parce que sinon pourquoi pas les ramener aux États-Unis, enfin, je sais pas. Bref, donc lui il est là, évidemment la fac il en a absolument rien à faire, sa seule obsession c'est de passer sa vie dans les bars la nuit et de chanter des chansons avec les ivrognes irlandais, je crois que c'est en Irlande, Dublin c'est en Irlande. Il a une femme, mais c'est une femme parce qu'il lui a fait un enfant, c'est pas. Et il en a absolument rien à faire. Donc dès qu'il rentre à la maison, c'est elle le harcèle pour qu'il lui donne de l'argent pour qu'elle puisse nourrir l'enfant, parce que l'enfant il a rien à manger. Donc c'est les années d'après-guerre. Donc il y a aussi sous des dehors, c'est pas du tout un livre réaliste, mais il y a quand même aussi la description de qu'est-ce que ça pouvait être l'après-guerre en Europe, l'immédiate après-guerre en Europe. Et voilà. Et donc moi, j'avais un souvenir de première lecture, et ça va faire rire au moins une personne dans la salle. J'avais été un peu choqué, pas par le livre, mais par son attitude. C'est-à-dire, j'avais un point de vue moral sur le personnage. C'est-à-dire, je trouvais ça absolument dégueulasse de faire ça à cette femme qui, elle, restait toute la journée à la maison avec cet enfant qui braille. Et donc j'étais partagé, j'avais tellement envie de faire la fête avec lui, parce que les récits de fête dans les bars, les chansons d'ivrogne et tout sont fantastiques. Et en même temps, il y avait une autre partie de moi qui convoquait comme ça cette morale à là-dessous, et qui disait non, quand même, c'est dégueulasse. Donc en fait, j'étais déjà celui qui hésite à aller faire la fête et puis qui dit non, je vais rentrer à la maison. Bon, ça c'était ma première lecture. Et quand même, j'étais reconnaissant presque à l'auteur d'avoir été me chercher jusque-là, parce que sinon, le reste du temps, j'avais l'impression d'être plus libre que ça, et que la littérature venait pas me titiller là où j'étais en fait encore resté un bon petit garçon bien soucieux du regard des autres, etc. Et il y avait un autre livre que j'ai lu peut-être à peu près à la même époque et qui m'a fait exactement le même effet, c'est Le Septentrion de Calafert, qui est évidemment un immense bouquin, incroyable à lire, mais qui me gênait pour la même raison, c'est-à-dire en fait ou par exemple un peu comme dans Boudu sauvé des eaux de Renoir, c'est-à-dire des personnages qui sont qu'on a qu'une envie, c'est d'avoir leur liberté, et en même temps, on sait très bien que on l'assumerait pas du tout. C'est-à-dire Boudu qui dégueulasse tout chez les gens qui l'ont sauvé, ou Calafert, ce personnage de jouisseur qui en a strictement rien à faire de savoir comment les femmes qui l'entretiennent ont gagné cet argent, etc., etc. Ou lui qui délaisse sa femme et son enfant alors qu'il pourrait être un peu plus responsable et assumer le fait qu'il a fait un gosse. Ces bouquins-là venaient me chercher à un endroit moral où je m'attendais pas à ce que la littérature vienne m'emmerder, quoi. Je me racontais des histoires en me disant que j'étais beaucoup plus libre que ça et beaucoup plus affranchi que ça. Ça, c'était ma première lecture. Et puis donc un jour, j'étais invité à La Roche-sur-Yon et pour un club de lecture, et je l'avais mis en lecture. Et je fais une présentation du bouquin pour lancer la discussion, et toutes les personnes du truc me regardent comme ça. Plus je parle, plus ils me regardent comme ça. Et en fait, j'avoue, j'avais été assez paresseux, j'avais pas relu le livre. Et donc ils me regardaient, ils disaient non mais on n'a pas lu le même bouquin. Et alors je les ai donc laissés parler du livre. Et en fait, plus ils parlaient, plus je comprenais qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais passé à côté d'une dimension du bouquin. C'est-à-dire que pour moi, ce personnage avait quelque chose de solaire, et les autres, ils me disaient mais pas du tout. C'est un monstre d'angoisse et d'inquiétude et donc moi, je m'étais laissé avoir à cette fiction comme ça de la fête et des soirées dans les pubs, etc.
Et j'avais pas vu la dimension, c'est au-delà de la mélancolie, c'est vraiment la dimension angoissée du livre, quoi. Et plutôt soleil noir que solaire. Et donc, quand ce club de lecture s'est terminé, ensuite j'ai repris le bouquin et je l'ai relu. Et évidemment, c'était vraiment eux qui avaient raison. Euh, mais à ma décharge, je l'avais lu, j'avais, je sais pas, 19-20 ans. Et il y a des gens qui savent dans la salle à quel point on peut... et, et résultat, en fait, ce livre, je l'ai aimé encore plus. C'est-à-dire, je l'ai trouvé encore plus fou. Je me suis dit, mais bon sang, c'est incroyable parce que effectivement, ils ont raison. Cette dimension très noire, c'est-à-dire, c'est en fait un personnage qui court pour fuir la mort, alors qu'il a 25 ans. Hein. Mais en fait, ces soirées-là, qui sont pas du tout pointées comme débiles par l'auteur, hein, pas du tout, du tout. Mais en fait, c'est parce qu'il est poussé au train par une angoisse de la mort, une angoisse diffuse. Il a 30 ans, c'est pas la question, ou il a même pas 30 ans. Et donc je me suis dit, putain, c'est un livre dingue, parce que c'est vraiment un livre un peu rabelaisien. Il y a aussi une inquiétude qui est toute moderne, et en même temps, c'est un livre de mélange des langues, de formes de truculence, etc., qui est aussi incroyable. C'est-à-dire, en fait, il est vraiment à la croisée de plein de forces de l'histoire littéraire. Rabelais, Joyce, des trucs moraux, immoraux, enfin une interrogation sur la morale. Pour moi, c'est un livre incroyable. Il faut que je panache un peu pour pas finir sur des trucs sinistres. Non, mais quand même, on va continuer un peu comme ça. Qui a lu Catch 22 Alors, Catch 22, c'est démentiel. Catch 22, regardez, je vais. Alors, malheureusement, moi je l'ai lu en cahier rouge Grasset, là. Alors, en cahier rouge Grasset, il y a une citation d'un journaliste américain au dos. Et cette citation, c'est à peu près ça, c'est le livre que Dante aurait écrit s'il avait lu Kafka. Alors, on va pas se lancer, ce serait très très maladroit de ma part dans une diatribe contre les journalistes littéraires. Mais sur le moment, quand même, en lisant cette phrase-là, je me suis dit, ah bah voilà, alors voilà, ça c'est typiquement une connerie d'éditeur ou de journaliste ou je sais pas quoi, c'est-à-dire... Ils sont payés aux États-Unis pour faire ça. Oui, non, mais sauf que là, je pense que c'était l'extrait d'un article, ça. C'était pas un blurb, je sais pas comment on dit. C'est pas le quatrième de coup. Et donc, voilà, je trouvais ça dérisoire, et puis en même temps, je l'avais en tête, ça y est, c'était trop tard, quoi. J'avais la phrase en tête. Et alors, je commence à lire le truc, et alors, je lis 100 pages, et puis pendant les 100 premières pages, je me dis, c'est vraiment n'importe quoi cette phrase, parce que le livre paye pas de mine. Je lis encore 100 pages, je lis 100 pages encore, je suis à la page 300, je me dis, ah, il y a quand même quelque chose dans cette phrase. Et puis, genre, 50 pages avant la fin, je dis, mais oui, c'est complètement fou, en fait. Donc ce livre, c'est pas considéré comme un classique du XXe siècle, c'est un best-seller, tout ce qu'on veut, hein. C'est pas moi qui l'ai découvert, ce bouquin, pas du tout. Mais on peut demander à chacun de faire son top 50, il apparaîtra pas si souvent que ça, quoi. Pour moi, c'est un bouquin incroyable. Bon, d'abord, c'est un bouquin qui se lit très très facilement. Ça raconte tout simplement la vie d'une escadrille américaine basée en Sardaigne en 43-44, quand les Américains comme c'est pas en France, évidemment, nous c'est cette partie-là qu'on connaît moins. Les Américains en fait décident de remonter toute l'Italie, et donc et c'est une remontée très lente, ça prend plus d'1 an et demi parce qu'il y a beaucoup de résistance, etc. Et donc à un moment ils gagnent quand même du terrain, et à un moment ils peuvent s'installer en Sardaigne, et depuis la Sardaigne partir, donc c'est une escadrille, partir bombarder l'Italie pour la débarrasser des fascistes. Et donc là, quand ils sont là en Sardaigne, ils bombardent, je crois, la région de Bologne. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est tout simple. Et donc c'est la vie de cette escadrille. C'est ultra drôle. C'est incroyablement drôle. C'est-à-dire, c'est toutes les uns et les autres, ils sont une dizaine à peu près. Il y a une dizaine de personnages, d'aviateurs ou de mécaniciens, etc. Et ils ont tous un grain très différent. Donc il y en a un qui, par exemple, récupère toutes les rations des militaires pour faire du trafic avec l'Afrique du Nord. Donc il détourne des avions, au lieu d'aller bombarder, il les emmène justement en Tunisie pour revendre des boîtes de viande hachée, etc.
Ils ont tous un grain. Sauf que plus on avance dans le bouquin, plus ils deviennent fous tous. Donc ça c'est assez jouissif quoi à lire, et en même temps c'est plus ils deviennent fous, plus quand même ça devient bizarre. Et en fait le vrai coup de génie, il repose sur une idée qui est toute simple, mais qui a quand même donné un bouquin, parce que des fois les idées c'est le pire ennemi des livres. Là, son idée, c'est de dire, quand tu bombardes avec un avion, on pourrait imaginer, la représentation la plus simple, c'est d'imaginer que les gens qui sont bombardés, donc par exemple les habitants de Bologne et de la région de Bologne, sont effrayés parce que la mort plane sur eux, quoi. C'est-à-dire s'ils se prennent une bombe voilà, ils vont mourir. Et ben là, l'effroi devant la mort, il est montré chez ceux qui donnent la mort. C'est-à-dire que ces Américains dans l'escadrille deviennent tous fous, pas parce qu'ils sont fous de naissance, parce qu'ils sont en train de faire ça. Parce que le fait de larguer des bombes sur des gens qu'ils connaissent pas, de manière abstraite, à partir de cartes, etc., ça les rend tous cinglés de participer à une chose pareille. Et de montrer donc l'effroi devant la mort chez l'assassin, entre plein de guillemets, chez l'assassin et non pas chez la victime, je trouve ça complètement faramineux. Je trouve ça un geste artistique incroyable. Or, le livre est quand même drôle de bout en bout. Donc il y a un équilibre fou entre, disons, des formes de gaudriole, il n'y a pas de sexe là-dedans, mais des formes de gaudriole, d'humour incroyable, et en même temps un propos qui est un propos incroyable. Et donc à la fin, j'étais d'accord pour le rapprocher de figures aussi folles que Kafka et Dante, parce que de fait, il vient chercher ces personnages à l'endroit où on pourrait les décrire puissants, ou en tout cas insensibles, et il les montre atteints par le même mal que celui qui dispense eux-mêmes. Et donc ce renversement-là, pour moi, il est incroyablement puissant. Mais ça paye pas de mine. C'est-à-dire, c'est pas la grande littérature qu'on aime aimer. Il n'y a pas une seule phrase que tu as envie de cocher, il n'y a rien de tout ça, quoi. C'est juste du récit, mais sur la base d'une vision que je trouve hyper puissante. Bah, c'est un peu obligé, hein, sinon je vais me faire engueuler. Ça, c'est donc un livre qui est paru il y a 2 ans peut-être, et qui est paru en poche il y a peu de temps, À fendre le cœur le plus dur. Je le propose pour... c'est d'une nature vraiment très très différente, mais je le propose pour plusieurs raisons. Merci beaucoup. Je vais les donner dans le désordre, ces raisons. Donc c'est un livre écrit par Jérôme Ferrari et Oliver Roé. Je vais juste dire un mot sur Oliver. Oliver, c'est un peu mon meilleur ami. Et j'ai envie de parler un peu de ça. Donc je vais dire un truc qui a rien à voir avec le livre, mais qui a à voir avec donc un des 2 auteurs. Et en fait, c'est une amitié qui est précieuse, mais parce que je veux quand même en parler parce que ça a à voir avec l'écriture. C'est une amitié qui est précieuse parce qu'en fait, depuis qu'on est amis, on partage tout ce qui a, enfin, on partage tout ce qui a à voir avec l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a son mode de fonctionnement, mais donc moi, je lui envoie pas des pages. Par contre, je lui envoie tout ce que je fais une fois que c'est terminé. Lui, Oliver, au contraire, il m'envoie ses trucs en cours de route, donc il m'envoie des paragraphes, des pages, Et en fait, je pense vraiment, en tout cas pour moi, je ne vais pas parler pour lui, mais je pense vraiment que depuis qu'on est amis, euh, ce que je fais n'est plus dissociable de ce dialogue-là. Parce que c'est un dialogue permanent, et donc ce que je découvre, ce que j'expérimente, les réflexions, les désirs d'écriture, etc., il n'y a plus rien qui est dissociable de ce dialogue-là avec Oliver, en fait. Et ça pourrait être lui, ça pourrait être quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pas la question, mais et puis on a tous des amis, et puis des amitiés qui comptent, etc. Mais c'est pour dire que vraiment ces histoires d'individualité,
sur quoi beaucoup d'artistes en France tablent, euh, euh, sur quoi comptent beaucoup d'artistes. C'est-à-dire, oh, je suis une individualité exceptionnelle, j'ai un talent, je suis unique de près ou de loin. C'est vraiment, vraiment faux. Ça n'existe pas, en fait. C'est impossible de s'évaluer et de se considérer seul. En tout cas, enfin, je vais peut-être pas en faire une règle, c'est un peu bête de faire une règle à partir de ça, mais moi, je sais que c'est pas mon cas. C'est impossible. C'est-à-dire, si j'avais pas eu ce dialogue-là et cette bienveillance permanente, aussi bien sur l'effort littéraire que même sur les trucs à côté, c'est-à-dire quelqu'un qui en aura jamais marre des problèmes que vous rencontrez. Mais ça a pas de prix, quoi. Et je sais que c'est pareil dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, je sais quels sont les problèmes auxquels se heurte Oliver. Et en fait, je constate que j'en ai jamais marre de toujours lui remonter les bretelles sur les mêmes questions. Mais je sais aussi que, et ça, on s'entretient l'un l'autre là-dedans. C'est-à-dire, je sais aussi que moi, j'ai des blocages, que je lui en parle tout le temps, et que c'est pareil, il n'en aura jamais marre. Et, et donc, par exemple, pour en parler un peu plus précisément, il y a quelques années, on a adapté pour France Culture Les Démons de Dostoïevski. Donc, pendant 6 mois, on a travaillé sur le même truc ensemble, et c'était fantastique. Parce que, bon, d'abord, parce que c'est un livre démentiel, quoi. C'est fou. Mais il fallait en plus qu'on le décortique pour savoir ce qu'on gardait, ce qu'on prenait, comment on le transformait, etc. Et puis, c'était toutes les heures de discussion qu'on passait à partir d'un exemple ou d'un paragraphe en discutant. C'est-à-dire, tout d'un coup, on oubliait le travail et puis on discutait à partir de ce qu'on venait de lire. Pourquoi on trouvait ça hilarant, pourquoi on trouvait ça terrible, pourquoi on trouvait ça politique, pourquoi. Voilà. Alors, ce livre-là, c'est un livre un peu particulier, puisqu'il s'agit en fait non pas d'une commande, mais un historien est venu les trouver, Jérôme et Oliver, avec un fonds d'archives d'un photographe du début du XXe siècle, photographe français, mais qui travaillait pour des journaux italiens et qui avait été envoyé donc par un journal italien pour photographier des révoltes indigènes en Tunisie ou en Libye. En Libye. Ce photographe, il semblerait qu'il n'ait pas eu un point de vue très politique sur ce reportage, sur ce travail qu'il devait faire. Mais ce qui a intéressé Oliver et Jérôme dans ce stock de photos, c'était de voir dans la façon qu'avait cet homme de photographier ces révoltes, et notamment aussi les processus de punition des révoltés, les exécutions, les pendaisons, etc. De voir dans le cadrage, par exemple, des trucs très concrets, très techniques, de voir dans le cadrage de ces photos, dans la façon qu'avait eu le photographe de se positionner à tel ou tel endroit pour faire ces photos, de voir la trace du regard colonial. C'est-à-dire de voir la trace de qu'est-ce que c'est quand on regarde mal des gens qu'on ne connaît pas. Où est-ce qu'on se place pour les regarder, pour parler d'eux? C'est-à-dire, pour les photographier, est-ce que je vais me mettre là, est-ce que je vais me mettre là? Tout ça, c'est des choses qu'on réfléchit peut-être uniquement en termes esthétiques. On se dit, ah tiens là, je l'ai bien la potence, c'est parfait. Et en fait, non, évidemment, c'est pas juste parce qu'on a bien la potence de cet endroit-là, c'est parce que, en fait, ça trahit des, des, des hiérarchies culturelles, sociales, qui sont complètement dans notre regard, qui sont incrustées dans notre regard. Et donc, ils ont fait tous les deux. Jérôme racontant plus la vie de ce photographe et Oliver analysant plus les photos, ils ont fait tout ce travail un peu, qu'on pourrait dire de manière un peu snob, de déconstruction du regard de cet homme-là, pour montrer qu'est-ce que c'est le regard colonial en fait. Et, euh, et je trouve ça intéressant à partir du moment où c'est sur un exemple très précis. Donc les photos, je ne sais plus si elles sont dans le livre. Non. Ah si, elles sont dans le livre. Enfin, quelques-unes des photos sont dans le livre. Et aussi des encarts presse, justement, comment elles étaient utilisées ensuite par la presse. Et donc, un exemple précis, ça a toujours plus de valeur que des grandes déclarations, notamment sur ces questions-là de colonisation, décolonisation. C'est passionnant de prendre un exemple précis, et là, ils ont eu cette chance-là. J'ajoute, si tu veux qu'on t'interrompe, moi j'ai trouvé que c'était un livre magnifique par son côté au scalpel absolument, et son absence de complaisance totale. C'est-à-dire ils sont jamais dans la position
facile aussi, hein, rétrospective, de jugement a posteriori. Ils sont pas dans un humanisme content de lui, quoi. C'est pas un livre où les auteurs sont satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire, et avec un sujet comme ça, c'est quand même très casse-gueule. Oui, oui. Et je trouve qu'ils sont sur un fil comme ça qui est admirable. C'est un livre plutôt sec. Ouais. Ouais. Ils regardent l'obscénité dans les yeux et ils sont jamais obscènes. En fait, comme il y avait cette dimension un peu d'archive et donc aussi un peu incarnée, puisque c'était le travail d'un homme, ils sont pas montés sur leurs grands chevaux. Tu vois, c'est pas un pamphlet anticolonial, et puis en plus, ce serait un peu ridicule d'écrire aujourd'hui un pamphlet anticolonial, en tout cas sur ces formes-là de colonisation. Aujourd'hui, il y a tout un travail à faire sur les formes invisibles de la colonisation. Oui, absolument. Donc ce serait un peu à contre-temps de faire un truc sur le... Je pense que beaucoup s'en priveraient pas. Oui, mais là, ils sont loin de ça. Mais eux. Et du coup, moi quand je l'ai lu, je sais pas si je me suis trompée, mais je trouvais que ça disait beaucoup du regard occidental sur les peuples arabes en général aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Avec les questions qui se posent aujourd'hui. Exactement. Avec ce regard-là. Exactement, c'est pour ça que le livre C'est qu'il est fort. est publié, et que c'est pour ça aussi que cet historien a voulu les faire travailler sur ce stock de photos. C'est parce qu'il y a des permanences, et que ces permanences-là, elles sont consternantes. Y compris le fait que ce soit la Libye n'est pas complètement anodin. Oui. L'étau se resserre. On va continuer avec les amis. Les effondrés de Mathieu Larnaudy. Est-ce qu'on peut arrêter d'enregistrer pendant 2 minutes? Je couperai. Si tu me le demandes, je couperai. Non, c'est une blague, mais il m'a déjà entendu le dire, mais je... Quoi? C'est un très mauvais livre. Je vous suggère de l'acheter, mais c'est un très mauvais livre. Les effondrés. Non, je pense c'est en fait, c'est le livre, moi, de Mathieu qui m'intéresse le plus, que je trouve le plus fort, le plus surprenant, de très loin. C'est un livre que je crois il a écrit assez vite, mais je me souviens plus trop parce que maintenant ça date un petit peu. Pour moi, il est paru en 2008, en 2010. Or, il parle du krach boursier de 2008, donc c'est de fait, même s'il a mis 1 an et demi, c'est quand même écrit très très vite. Alors, c'est un livre, moi, qui m'intéresse énormément pour une chose vraiment très très simple, très facile à décrire. Il fait donc le portrait de 5 ou 6 grands banquiers, plus ou moins tous à l'origine, comme ça, de la crise des subprimes et de l'effondrement de toute une partie du système bancaire. Donc, on peut reconnaître Madoff, on peut reconnaître les autres. Si je le lisais maintenant, je pense que je les reconnaîtrais pas parce que je pense que j'ai oublié leur nom. Mais à l'époque, quand on le lisait à chaud, je pense j'en reconnaissais plus que ça. Bon, Madoff, c'est le seul nom, moi, dans ma tête qui surnage. Mais... Et comment est-ce qu'il parle de ça, Mathieu? Et c'est là l'espèce de surprise et de tour de force. C'est qu'il le fait dans une langue over-proustienne. C'est-à-dire que c'est une phrase qui pousse encore plus loin l'enflure proustienne. Et cette phrase-là, donc qui est toujours au bord de Rome, c'est-à-dire on n'y comprend plus rien tellement il y a des propositions qui naissent à l'intérieur de la phrase. Elle m'a fait penser à un autre truc de Gracq, qui est une phrase de Gracq sur laquelle j'arrive pas du tout à remettre la main, mais qui est une phrase incroyable de Gracq. Gracq dit, pour décrire son propre travail de la phrase, il dit « Ce que j'ai voulu faire, c'est amener dans le français la syntaxe du latin, et en faisant ça, en faisant rentrer la syntaxe du latin à l'intérieur de la phrase française, de pousser l'exercice jusqu'à son point d'éclatement. C'est-à-dire la phrase éclate pas encore, mais c'est vraiment, je m'arrête juste à la limite. C'est-à-dire, vous savez, comme ces brioches ou ces pains, etc., qu'on fait peut-être trop cuire ou je sais pas ce qu'il faut, mais et où tout d'un coup, voilà, on a l'impression que il pourrait péter quoi. Donc Gracq fait la même chose, et là Mathieu fait la même chose. C'est-à-dire en fait, il a une phrase qui est vraiment une enflure permanente, quoi. Et sur le moment, ça peut sembler un peu étrange, ou en tout cas, on a envie d'interroger ça, on a envie de se dire, mais pourquoi il fait ça? Parce que ça semble presque maniéré, un peu précieux et tout. Pourquoi il fait ça pour parler d'un truc ultra contemporain, ultra économique? On pourrait imaginer une autre langue, on pourrait imaginer peut-être une langue plus sèche, plus rapide. Et en fait, c'est fantastique, parce que ce qu'il nous décrit là-dedans, c'est donc les effondrés, c'est-à-dire un monde qui s'effondre.
c'est-à-dire en fait des escrocs de grande envergure qui ont été les rois du monde, et puis à un moment le système était si fragile qu'il s'effondre complètement. Et en fait, ce qu'il nous montre, c'est la pourriture. Avec ces phrases-là, énormes comme ça, avec des germinations permanentes de propositions, etc., qui n'en finissent. C'est la pourriture du système, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc qui n'en finit plus comme ça, vraiment d'excroissance, mais exactement comme de la pourriture physique, quoi. Euh, et un système qui n'en peut plus de lui-même. Vous savez, on fait un repas qui dure 5 heures, et puis et ben c'est ça là, les phrases de ce livre-là. Et vraiment pour moi c'est vraiment un tour de force d'avoir ramené des phrases comme ça qu'on pouvait croire venues d'ailleurs, c'est-à-dire de Proust et autres, donc pour décrire un autre monde, maniéré, élégant, etc. Et en fait de l'accoler à ce sujet-là, et ben en fait c'est tellement pertinent. C'est-à-dire c'est tellement ça qu'il fallait faire pour montrer un système économique, un système de pensée, de rapport au monde qui n'en peut plus de lui-même, et qui va exploser, qui va gerber, Et donc pour moi, ça a été une drôle de surprise ce livre. Et vraiment, ça reste pour moi dans notre petit groupe d'amis là. Ça reste vraiment un des meilleurs livres de ce petit groupe d'amis. Le théâtre des paroles. Et en fait, le théâtre des paroles, c'est un recueil de textes de Novarina, de textes écrits entre 70 et 90. Il y a des textes très courts, il y en a beaucoup plus longs qui sont presque des petits livres. Par exemple, pour Louis de Funès, à l'origine, c'était un petit livre publié chez Actes Sud. Ça fait vraiment partie de mes livres de cœur. Pourtant, je suis un peu loin du théâtre. Mais vraiment, quand j'ai lu pour Louis de Funès, alors ça renvoie un peu au trouble moral qui était le mien, c'est-à-dire au fait d'être partagé moralement. Alors pour Louis de Funès, c'est beaucoup plus bébête. Je n'arrivais pas à comprendre s'il parlait de Louis de Funès ou de quelqu'un d'autre. Il n'y avait rien à faire. Chaque phrase, je me disais, mais là, par exemple, il est sérieux ou, je veux dire, quand il dit, je sais pas, Louis de Funès est le plus grand acteur, etc. Je me dis, mais c'est un Louis de Funès de fiction ou vraiment il pense que c'est ça le jeu Ah bah oui. Oui, non, mais c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas que je trouve Louis de Funès dérisoire. C'est juste que j'avais besoin de comprendre, quoi, parce que je me laissais embarquer, mais j'avais besoin de comprendre. Louis de Funès était au théâtre un acteur doué d'une force extraordinaire, un danseur fulgurant qui semblait aller au-delà de ses forces, excéder la demande et donner au public 10 fois plus que les figures attendues, tout en restant parfaitement économe de son effort et toujours prêt à recommencer. Un athlète de la dépense, un maîtriseur d'énergie. Entre deux crises paroxystiques, sa sobriété exemplaire et la pureté de son jeu rappelaient Hélène Weigel, la compagne de Brecht. Je dis, mais il est sérieux, quoi. Je n'ai vu ces deux grands artistes sur scène qu'une fois. Funès dans Oscar et Weigel dans La Mer. Hélène Weigel ne semblait jouer que d'une main. Le corps très étrangement déstabilisé et musical, toute symétrie parfaitement découplée comme chez les acteurs de l'Orient. Sa voix placée tout près du chant était beaucoup moins tonitruante que celle des acteurs français, et il fallait presque tendre l'oreille vers le spectacle subtilement accordé à son diapason. Ce parler-chanter, ce style si délié, cette manière si musicale de se mouvoir, je les retrouve aujourd'hui chez Leile Fischer et Léon Spiegelman, acteurs du théâtre yiddish de Paris. Weigel excellait dans le parler-chanter, Sprechgesang, Louis de Funès dans le marché dansé, Schrittgetanz. Sa silhouette était celle d'un danseur exultant ou soudainement d'un dépressif pétrifié. Arrêté bondi, le grand maître des mimiques, des verbigérations muettes et des hurlements tus. Le cinéma donne trop souvent une image partielle de son art en n'en filmant que les crises aiguës, l'accès grimacier, les mille colères. Le bondissement n'était au théâtre qu'un moment de son jeu, une intensité suprême qu'il fallait savoir attendre, pressentir, et qui ne survenait, comme la danse du chité dans le no, qu'après un long calme tendu et comme un couronnement de l'émotion. Peut-être je vais lire d'autres trucs, mais donc à la fois c'était inconfortable de pas arriver à comprendre, et
Et en même temps, c'était magnifique d'humour, presque. C'est-à-dire je vais prendre une figure populaire, et puis en fait, je vais vous convaincre que non, c'est un des plus grands acteurs qu'on ait pu voir. Donc ça, j'aimais énormément cette espèce d'arc que faisait le texte. Mais c'est surtout que je crois avoir lu ça avant de voir la moindre pièce de Novarina sur scène. Et j'ai été sidéré par la beauté de la langue de ce texte. C'est-à-dire, c'est une des plus belles langues. Là, c'est le début du texte. Le théâtre ne doit plus recommencer. La scène ne doit plus recommencer à se repeupler pour déverser tout ce qui vient. Lutte de trucs, chute de quoi, rengaine de glose en traduction, coupure des trois en deux, torsion grammaticale, masculinade, vie des hommes troncs, passage des têtes aux émancipateurs, sonnerie d'épreuves par quatre, partition des choses en humains, humanoïdes, métaux, métalloïdes, peinture en noir, teinture en blanc, matière en avalanche, de l'assure, du sable, de l'eau, du plexiglas, du formica, du trompe-l'œil, du caoutchouc, grillage à trous, colonne dorique, neige, pluie, lever de lune, roseau, plafond à caisson. Je ne peux plus voir tant j'en ai vu. Des hôpitaux, des ruines mycéniennes, des stations d'épuration reconstituées, des animaux en poils vrais, énormément de décors toujours à chaque fois, mais j'ai très peu vu de chair d'homme, peu entendu sonner le français, peu entendu les consonnes, les rythmes, peu vu entrer l'acteur en vrai. Loin d'ici, écrabouilleurs de syllabes, harlequins en bois, pantins, stylés, colibris nationaux, confuseurs de voyelles, faux rythmiques, fins ivrognes, fins ivrognes, on pourrait discuter quand même, mais diseurs, pâteux, doubleurs, lourdesques, singes symétriques, instruments de monodie. Loin d'ici, metteur en choses, metteur en ordre, adaptateur tout à la scène, poseur de thèse, phraseur de pause, imbu, féru, sclérote, doxien, dogmate, on dirait le capitaine Haddock, segmentateur, connotateur, metteur en poche, adaptateur en chef, artiste auto-déclaré, as de la conférence de presse, médiaturge, médiagogue, encombreur de plateau, traducteur d'adaptation et adaptateur de traduction, vidéaste de charité, humain professionnel, librettiste sous influence, sécheur d'âme, suiveur de tout, translateur de tout, improvisateur de chansons toutes faites. Loin d'ici, monsieur Purgon! Mettez-les loin d'ici. Je voudrais qu'on éteigne la lumière sur le théâtre maintenant et que tous ceux qui savent, qui croient savoir, reviennent au théâtre dans le noir. Non pour encore et toujours regarder, mais pour y prendre une leçon d'obscurité, boire la pénombre, souffrir du monde et hurler de rire, souffrir du maître, du temps, des nombres, des 4 dimensions, entrer dans la musique. Venez, vous qui n'êtes pas d'ici, entrez, enfants doués d'obscurité. Vous qui vous savez nés de l'obscurité, venez. Venons, assistons ensemble à la levée du trou. Car le théâtre n'est sur scène rien d'autre que la représentation d'un trou. Voilà l'idée à creuser. Voilà l'idée que Louis de Funès voulait creuser pour moi. Encore pour le plaisir. L'acteur est aujourd'hui plus que tout humanologue, programmaliste, sociologueur, recteur légiste, celui qui en sait le plus sur la pratique mentale pure, l'usure parfaite, la combustion du corps et de l'esprit, la renaissance psychique, le rêve et les records de résurrection, sur la chute, la gloire, la rechute, sur les sources, sur le sceau. Il en sait 1000 fois plus que tous les spécialistes en tout. Psychique comparée, chimie du noyau, médecine sportive, parce qu'il est le seul à être dans l'impossibilité vitale de distinguer son corps de son esprit. Le seul condamné à avancer toujours tout entier en même temps. Le seul dont tout mouvement vient de l'esprit et toute pensée passe 30 fois par le laboratoire dedans. Louis de Funès en savait plus sur l'homme que tous les experts en humanitude, orthocénistes, anthropothérapeutes, spécialiste du foie, des synapses, des communications, expert en castration, syntagmeur de Dogon, fléchisseur de langue agglutinante et mensurateur des zones de Broca. Il en savait beaucoup plus que tout cela parce qu'il savait, là sur le plateau, que l'homme, ça se réinvente tout le temps,
que ça se refabrique chaque soir avec des paroles, que ça se déconstruit perpétuellement et refait, que c'est tout neuf à chaque respiration, juste pour surprendre la nature, étonner la matière et redanser chaque jour une nouvelle danse pour les aveugles, juste pour jouer, uniquement pour rien, et comme si ceux qui n'ont pas d'oreilles nous écoutaient. En fait, Novarina, c'est un peu mon Federer. 21,80 €, non 24,90 €. Non, pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'essayais de dire en parlant de Federer, c'était d'écrire une chose qui est assez rare, le bon élève qui est capable d'inventer et de jouir du fait d'inventer. Normalement, le bon élève, il jouit dans les clous, c'est-à-dire en fait, il jouit exactement là où on lui a appris à jouir. Et Federer, qui a une technique invraisemblable, il maîtrise absolument tous les coups du tennis, etc. En fait, Federer, il continue d'inventer. C'est-à-dire, il invente des coups. Il fait des coups bizarres, pas orthodoxes. Il envoie la balle alors qu'elle passe pas le filet. Il l'envoie sur les côtés. Enfin, il fait plein de choses comme ça. Il invente des coups. Des coups qui étaient des coups débiles, tout d'un coup, il en fait des coups géniaux et donc tout le monde se met à en faire un coup génial, etc. Et ben Novarina, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il a une connaissance de l'histoire de la langue qui est faramineuse. Il a une capacité à singer tous les discours et même à écrire la plus grande langue. Mais ce qu'il fait, c'est d'inventer en permanence. Alors qu'il aurait très bien pu, étant donné son talent, il aurait très bien pu se contenter, voilà, de faire des parodies de choses, c'est-à-dire d'écrire une grande langue comique ou d'écrire la grande langue du XVIIe siècle, etc. Et en fait, ce qui est invraisemblable, c'est qu'au lieu d'en rester à ça, à ce talent à la con, et ben en fait, il en fait il continue d'aller vers des formes sauvages et il continue d'inventer des formes théâtrales, il continue d'inventer dans la langue, il continue de Peinture aussi. hein La peinture aussi. la peinture aussi et et de faire ce grand arc entre par exemple des parlers très paysans dans les Alpes, son attention aux idiomes, etc. Et le latin, et les grandes langues, etc., etc., et la Bible, et les premiers grands récits mythologiques, etc. Et ça c'est la marque des très très grands. Ce serait tellement facile d'en imposer avec sa culture et son savoir. Et en fait, ce qu'il fait, quand on va le voir sur scène, il y a des gens qui le découvrent sur scène, enfin pas lui, mais ses pièces, et qui se disent c'est que ce truc, parce qu'en fait c'est très guignol, c'est très 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 guignol. Et donc il y a des gens vraiment, ils sont irrités par ça, et c'est pas du tout ce qui s'était représenté, c'est pas du tout ce qui s'était imaginé. Et en fait, c'est un peu comme dans les spectacles de Christophe Martaleur, il y a une puissance dans cet humour-là, et une grâce, mais invraisemblable. Je vais juste donner un petit exemple dans la scène. Un de ses acteurs fétiches, Dominique Parent, ou dans L'Acte Inconnu, pardon, il fait la machine à dire la suite. Et la machine à dire la suite, en fait, c'est un présentateur de journal télé. Et donc, il apparaît toujours sur scène avec donc des bretelles qui font tenir un très très grand plateau en bois qui l'entoure complètement. Donc lui, il est au centre et il est le présentateur télé. Donc il est en costume. Et il balance toujours des fausses infos, mais à la sauce Novarina. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour un minuscule reportage sur la météo on va rester sur la Roche-Migène, à la Roche-Migène, et ben en fait, il y a 27 journalistes. Donc, ils donnent les noms de 27 journalistes. Aujourd'hui, de la neige à la Roche-Migène, nous disent. Bon, bref, c'est que des nouvelles comme ça, des nouvelles farfelues, des chiffres et on dit là, pas des pourcentages, mais des statistiques complètement dérisoires, etc., etc. Pendant tout le spectacle, il intervient comme ça de manière très très régulière. Sauf qu'à un moment, tout d'un coup, il apparaît, il a plus son costume. Donc il est en slip, il a encore son plateau de télé, mais en fait, c'est comme s'il avait été gagné par la folie de son rôle, en fait. Et donc il se met à dire des choses encore plus folles. Puis à la fin, il a plus son présentateur, il est juste en slip. Et il est là, il est complètement apeuré sur scène et il pousse des espèces de cris. Et en fait, on l'a tellement domestiqué qu'ensuite on est avec lui. C'est-à-dire, dès qu'il sursaute de peur, en fait, on sursaute tous dans la salle avec lui de peur. Et en fait, tout d'un coup, on se dit, mais ce gros truc qui était une vaste blague depuis le début,
c'est un peu comme dans Marie Ndiaye, et ben, boum, tout d'un coup, ensuite, en contrebande, et ben, il nous balance autre chose. Et tout d'un coup, on est face à juste à une forme d'effroi. Alors, on sait pas effroi de quoi, mais de l'effroi. Et c'est d'une puissance dingue, parce qu'en fait, il nous balançait, c'était le journal télévisé. Et c'est vrai que le journal télévisé, c'est que de l'effroi, en fait. Si on arrête de l'écouter de manière lénifiante, comme on a l'habitude de l'écouter. Et donc, tout d'un coup, c'est ça qui nous donne, quoi. C'est nous rappeler que non, c'est ce qu'on vient d'entendre là, les 500 personnes qui viennent de se noyer en mer Méditerranée, mais non, c'est effrayant, je peux pas le dire, je peux pas l'articuler, ce truc-là. Et voilà, ce qui est chez Novarina, ce grand arc entre sa connaissance de la Bible, du latin et du grec, de l'étymologie, etc., et des formes ultra comiques, ultra compréhensibles par tout le monde, bah ça me fascine. C'est-à-dire que quand on essaie de découvrir ces pièces juste par le texte, bah c'est l'expérience que j'ai faite. Je suis pas rentré du tout dedans, j'ai rien compris. Et par contre, du jour où j'ai été le voir, là, c'était tout évident, il n'y avait plus aucun problème. Et résultat, je pouvais ensuite le lire, parce que j'avais compris exactement où se situait le truc. Donc ça aussi, cette espèce de transsubstantiation entre un objet illisible, incompréhensible, et puis quelque chose d'en fait absolument évident, et très très joyeux, et très fou, et très... Ça aussi, ça m'a beaucoup impressionné. Et ben, j'ai plus que celui-là. Alors celui-là, c'est la surprise du chef. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, mais pourquoi je l'ai mis quand même? Parce que j'ai participé une fois à une lecture avec Anne Cavala, que je connaissais un tout petit peu par Facebook. J'ai été très impressionné par le texte qu'elle a lu ce soir-là, qui était un texte sur la question de... non pas de la dette, mais qui était une question très économique, le revenu universel, voilà. Et vraiment, j'ai trouvé Anne, je l'avais croisée en manif et tout, mais je savais qu'elle écrivait, mais voilà, j'ai été très surpris par sa lecture ce soir-là. Et puis, un ami qui est ici présent a écrit un article sur ce livre et m'en a parlé peu de temps après en me disant c'est vraiment très très fort, il faut lire ça, etc. Donc je l'ai acheté parce que je fais très confiance à cet ami, mais je l'ai pas encore lu parce que parce que et mais à la fois de cette lecture que j'ai entendue et de ce que m'en a dit cet ami, je me suis dit que c'était bien qu'il y ait un invité mystère. Et je crois que j'ai fait le tour. Et donc on peut recommencer à boire de manière décomplexée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Alors, traditionnellement, à la fin vraiment dans les dernières minutes de Vibra d'un soir, on parle un petit peu de pourquoi on a invité Arnaud et pourquoi on aime en fait ce qu'il fait. Comme l'heure est déjà tard, je vais faire particulièrement court ce soir. En plus, je crois que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, particulièrement bien le travail d'Arnaud. D'abord, moi j'adore qu'il ait commencé par la Chartreuse de Parme, parce que dans cet univers impitoyable où il y a tant de Flaubertiens qui rôdent, en fait, d'avoir de temps à autre... Pas ce soir, s'il y en a, là... D'avoir de temps à autre quand même des gens pour dire que putain, Stendhal, c'est grand, c'est beau, ouais. Ça me réjouit tout particulièrement. Moi, ce qui me fascine depuis maintenant pas mal d'années dans ce que fait Arnaud, c'est qu'il y a un travail qui est à la fois extraordinairement ambitieux, et je pense que dans la façon dont il parle des livres, on sent qu'il y a une ambition, et en même temps, il y a une humilité phénoménale, que peu ont en fait à ce niveau justement de respect face à la chose écrite, puis en disant on va essayer de faire un truc, on va essayer pour paraphraser ce que dit aussi un autre des incultes qui dit il faut savoir aussi échouer mieux, parce que c'est presque aussi intéressant que de réussir. Beckett était chez un culte. Ça c'est quand Claro le cite dans Cannibal Lecter. Mais non, Beckett lui-même, non, enfin, quoique. Non, il n'était pas très collectif, je crois. Non. Et bon, voilà, donc je vais pas vous présenter l'ensemble des travaux d'Arnaud. Moi, je garde un souvenir ému de quand tu étais venu, en fait, pour nous parler. C'était en fait de numéro d'écrou 362-573. T'as vu, je me suis entraîné depuis, j'arrive à le dire. Oh, sans buter sur le là, chiffre. Tu rentres dans le club d'un club qui est très très fermé. Hein, il y a peu de... Ouais, mais c'est un gros entraînement. Ouais, c'est du boulot. Mais surtout, parce que tu nous avais parlé
on avait travaillé autour du journal de résidence, en fait, c'est Bocaux-Rochambeau. Et j'avais adoré en fait la façon dont tu es capable aussi de cette réflexivité, toujours avec cette humilité en disant oui, bah voilà, là il y a des problèmes concrets qui se posent, qui rejoignent ce que tu disais tout à l'heure sur la relation que tu peux avoir avec Oliver Roeux, enfin la façon d'échanger, de se poser des problèmes très concrets, en même temps des problèmes très forts quoi, de littérature. Enfin bref, je vais faire court. Moi je voulais dire quelques mots du dernier en fait roman en date, des châteaux qui brûlent. Si vous l'avez pas lu, il faut absolument le lire, vous en doutez. C'est Je vais pas déflorer complètement ce dont il retourne, mais voilà, c'est un de ces romans qui, à partir qui reprend des situations qui existent, hein, la faillite d'un groupe d'abattage de volailles, le plus grand abatteur de volailles en France, c'est le 3e mondial ou 4e mondial, enfin, qui, comme souvent en fait dans l'industrie agroalimentaire ou autre, les dirigeants, les propriétaires ont des grands rêves, des grandes stratégies, puis en fait ils se trompent. Puis quand ils se trompent, en fait, bon, eux, éventuellement, ils font un peu faillite, parfois, pas toujours, mais enfin, surtout, on ferme derrière des sites. Et là, c'est un site d'abattage de volailles, donc c'est quand même, bon, les métiers de l'abattage, là, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous laisse les imaginer. En tout cas, c'est quelque chose qui est à la fois très feutré, très discret et très fort, évidemment, parce que c'est pas complètement anodin, c'est pas un métier. Il y a un livre qui est paru chez Asphalt aussi, à peu près au même moment, de Timothée Desmeyers, qui se passe dans un abattoir, mais cette fois de bovins en fait en Mayenne, où là aussi c'est quelque chose qui imprime sa marque hein, sur les hommes et les femmes. Mais donc confronté à cette fermeture de site brutale, sorti un peu de nulle part, même si la santé chancelante en fait du groupe, qui là n'est pas nommé, mais qui est le groupe Doux en fait, hein, au fond, était un secret de Polichinelle. C'est pas pour ça que qui que ce soit aide en fait les salariés à se préparer longtemps à l'avance à ce qui pourrait se passer, puisque la logique capitaliste, on le sait, hein, en disant pourquoi s'emmerder quoi. Et ce qui est très intéressant dans Des châteaux qui brûlent, c'est que, évidemment, tout le tissu social, toute la force sociale et politique est là, mais c'est traité, en fait, une forme très intéressante, avec un côté à la fois farceur, gouailleur, un côté polyphonique où justement il y a des contrepoints, des points de vue complètement originaux en fait, des points de vue de technocrates, mais qui se retrouvent confrontés à la matière sociale de façon très authentique et qui eux-mêmes se mettent à dériver presque au sens situationniste en fait à un moment donné, puisqu'ils disent mais qu'est-ce que je fais là exactement, enfin pourquoi je suis dans cette logique, et tout ça se met à flotter, et en même temps il y a évidemment des rappels à l'ordre, et ça prend un côté, alors il y a du théâtre et justement des choses très théâtrales qui se mettent en jeu, il y a des utilisations assez astucieuses de moyens technologiques très, très contemporains, qui ne sont pas pour livrer des livres d'Amazon. Tu penses ça, quoi? Je pense au drone, enfin, Ah. non mais il se passe plein de choses hein, dans cette occupation d'usine en fait, hein, prise d'otage. Il y a peut-être même des chemises arrachées, c'est possible. Enfin, des choses vraiment extrêmement dures. Je vous dirai pas comment ça finit parce que on disait tout à l'heure, est-ce que ça finit bien, est-ce que ça finit pas bien, c'est pas si facile que ça à dire. D'abord, ça dépend pour qui. Et puis c'est complexe, c'est très fort parce que justement il y a un grand respect, il n'y a pas de complaisance, c'est pas une fable morale, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et je vous dirais juste pour reprendre la très belle formule de Stendhal, que moi je vais pas réussir à citer intégralement, mais c'est un ouvrage qui démontre en fait que dans le roman, évidemment, même quand on fait semblant de dire non mais la politique ça n'a rien à faire là, c'est complètement vital, c'est au centre, et il n'y a que ça en fait qui compte réellement en fait, et que tous les romans dont Arnaud a parlé là en fait, même ceux on pourrait se dire les plus improbables, sont des romans profondément politiques, et c'est complètement vrai de Catch-22, c'est complètement vrai de La Chartreuse de Parme bien entendu, les effondrés, pas. Donc il y a un choix qui est parfaitement enfin cohérent avec ça, c'est que même quand la forme se fait discrète et évite à toute force le pamphlet, l'essai déguisé, enfin, qui sont des pièges dans lesquels Arnaud ne tombe jamais, y compris dans les textes les plus documentaires,
numéro d'écrou, La Borne SOS 77, il y a vraiment cette présence irradiante en fait du politique et moi c'est ce qui fait que j'adore ce que fait Arnaud par-delà le fait qu'il écrit merveilleusement et qu'on s'ennuie pas une seconde parce que tout ça c'est une aventure quoi. Ouais. En tout cas merci beaucoup Arnaud. Merci.